Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur les apports de l'orienté objet et toujours sur le langage Java. Donc, le plan qu'on va voir ensemble, donc on va parler de la notion de cette technique de développement, à savoir la programmation orientée objet, la notion de classe comme étant l'élément, si vous voulez, élémentaire de cette technique de développement et de programmation, la notion d'objet, et puis on va parler que de quelques apports. Parmi les concepts qu'on va développer ensemble durant cette séquence, donc comment construire des objets si vous avez une classe, comment vous allez sortir donc des éléments à partir de cette classe, c'est la notion de constructeur. On va parler d'un concept d'encapsulation, comment sécuriser l'accès aux différents attributs, aux différentes données de votre classe. On va parler de l'héritage, un concept qui vous permet la réutilisation des codes et la structuration ainsi que l'organisation. Et puis on va parler de concept de polymorphisme. Et comme toutes les séquences, on va terminer avec des ateliers pour vous montrer l'utilité et la mise en place de ces différents concepts en général. Donc la programmation orientée objet, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un concept, c'est une technique de développement et de programmation. Avant la programmation orientée objet, donc on peut parler de langage, si vous voulez, structuré, bien évolué, tel que le langage C, le langage Pascal, etc. Donc, avant ces langages même, on peut parler de l'assembleur, qui représente un langage qui est proche de la machine. Bah, les techniques autour de la programmation orientée objet sont dues à, si vous voulez, à la digitalisation de tout ce qui concerne l'entreprise. Comme je vous ai dit la première vidéo, si vous vous rappelez bien, dans notre vie courante, il y a des concepts qui nous entourent. On parle de compte bancaire, on parle d'une personne, on parle d'étudiant, on parle d'employé, quoi que ce soit, donc le concept dans notre vie courante que vous allez identifier, vous allez voir que ce concept se compose de deux éléments. Donc il y a une partie data, une partie données et une partie action bien traitement. Alors la programmation orientée objet, elle est là pour éviter le déphasage entre les concepts dans notre vie courante et puis ce qu'on va développer au niveau de notre produit en génie logiciel. Avec ces différentes bibliothèques, avec ces différents mécanismes, donc qui vous permet de développer rapidement tous les besoins de votre client, de votre entreprise en termes de digital et puis de tout ce qui est numérique. La programmation orientée objet se base sur un élément élémentaire, c'est la classe. Donc la classe c'est quoi? Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il correspond à un concept réel. Et si vous avez la classe voiture qui est caractérisée par des attributs, l'immatriculation, le compteur, peut-être qu'on aura d'autres selon la conception et selon le contexte. Et puis des méthodes ou bien des actions. Donc cette voiture, il peut rouler, il peut changer pneu, il peut afficher donc l'immatriculation, le contour, ainsi de suite. On peut dire que les attributs et les méthodes représentent les membres de la classe. Chaque classe a un nom, un identifiant et un ensemble d'attributs et un ensemble d'actions bien de méthodes en général. À partir de la classe, donc sur l'exemple suivant, donc vous avez donc une projection sur, si vous voulez, avec le langage Java. Donc vous avez une classe bank account qui représente un compte bancaire. Le corps de la classe, il est délimité entre accolade ouvrante et puis accolade fermante. Et vous avez la liste des différents membres. Donc, vous avez le nom de propriétaire du compte, vous avez le solde, interest. Vous avez donc les différentes méthodes qui vont agir sur ces différents attributs. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre classe, il est composé d'un ensemble de membres. Un membre, ça peut être soit un attribut, soit une méthode. On va découvrir ça au niveau de l'atelier qu'on va développer ensemble sous Eclipse. À partir de votre classe, vous pouvez créer des objets. Tout à l'heure, on a parlé d'une classe voiture. Donc, à partir de cette classe voiture, je peux avoir une classe voiture
dont le type est BM ou bien Renault ou bien Peugeot ou d'autres, c'est-à-dire là, à partir de la classe, on peut le considérer comme un ensemble et les objets, ce sont les éléments de cet ensemble. Et là, je peux créer autant d'objets à partir de la classe. Le premier concept qu'on va présenter autour de la programmation orientée objet, c'est le concept de constructeur. À partir de son nom, donc on peut sortir le verbe construire. Vous avez une classe, vous voulez utiliser un élément de cette classe, alors là, vous allez construire ce qu'on appelle un objet. Et quand on fait la construction d'un objet, dans le jargon orienté objet, on parle d'une instance. Quand je vous ai dit instancier la classe, c'est-à-dire créer un objet à partir de la classe. Dans l'exemple suivant, supposons que vous avez une classe qui porte le nom point. Notre classe, elle est caractérisée par deux attributs, deux paramètres si vous voulez, x, y. Alors, pour créer un point, donc je dois initialiser la valeur de x et puis la valeur de y. Le langage orienté objet, il vous propose l'utilisation de constructeurs. On va découvrir qu'il y a trois types de constructeurs. Sinon, vous pouvez définir des constructeurs selon les besoins. Mais ce qui est standard, c'est ces trois que je vais vous montrer tout de suite. Alors là, je peux créer un constructeur sans argument, bien constructeur par défaut. La première remarque que je vous demande de signaler. Le constructeur, il porte le même nom que la classe. Ni précédé ni par void, ni par un type de retour. Directement, on écrit public et puis le nom de classe de constructeur qui correspond au nom de la classe. Ce premier constructeur, par défaut, sans argument, il permet d'initialiser donc les entiers avec la valeur 0. Si on ne met pas ces deux instructions, bah, automatiquement, le constructeur par défaut, il va initialiser x par 0, y par 0. Le deuxième constructeur, c'est un constructeur avec argument. Je vous demande de remarquer, il porte le même nom que la classe toujours, ni précédé ni par void ni par un type de retour. Et là, je vous demande de remarquer qu'on a passé deux paramètres, x, y. La question qui va se poser maintenant, comment votre compilateur va faire la différence entre x, y, les arguments de la classe point, et x, y, les arguments de votre, si vous voulez, constructeur avec argument. La réponse, c'est que dans la programmation orientée objet, on utilise l'opérateur 10. Alors l'opérateur 10, bah, il permet d'identifier tous les membres de la classe. C'est-à-dire quand je mets 10.x, c'est-à-dire là, je parle de x qui est membre de la classe ou bien qui est attribut de la classe. Quand je mets x de court, il va faire appel à l'argument de la méthode. Alors le constructeur avec argument, on donne le droit à l'utilisateur de mentionner quelle est la valeur de x et la valeur qu'il va donner à y. Et on va l'affecter à x, y. Le dernier constructeur qui porte le nom constructeur par recopie à partir de son nom, c'est-à-dire vous avez un objet qui existe déjà et vous allez projeter ces valeurs sur le nouveau projet que vous allez créer. Bah, du coup, je vous demande de remarquer que le constructeur par recopie, il porte le même nom que la classe, ni précédé ni par void ni par un type de retour. Mais l'argument maintenant, c'est pas x, y, c'est pas rien, mais plutôt l'argument, donc c'est une variable ou bien c'est un argument de type point. Qu'est-ce qu'on va dire au système? Le nouveau objet que je viens de créer, il dispose de x, d'où la présence de 10x. Il dispose d'un attribut y, d'où la présence de 10.y. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va copier la valeur x de p dans ce nouveau objet et la valeur y de p dans ce nouveau objet. Mais là, il faut faire attention, les deux objets sont deux objets avec deux adresses différentes. Une fois que le constructeur est créé, au niveau de la méthode principale main, vous pouvez créer des objets ou bien des instances comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors ici, si vous voyez bien, je suis en train de créer un objet qui s'appelle P1 et là, donc, est égal new point. Automatiquement, le compilateur, il va aller chercher le constructeur par défaut qui est celui-là. Il va affecter à x0, à y0.
Je vous demande de remarquer pour cette première instruction qui permet d'instancier l'objet, la présence de l'opérateur new. Alors l'opérateur new, dans la programmation orientée objet, il permet l'allocation de la mémoire. Je ne peux pas utiliser cet objet P1 tant que n'est pas instancié, n'est pas chargé au niveau de la mémoire. Donc l'opérateur new, son rôle, c'est l'allocation de la mémoire pour pouvoir utiliser votre objet durant l'exécution de votre programme. Le deuxième objet P2, donc lui-même utilise l'opérateur, cette instruction utilise l'opérateur new pour l'allocation de la mémoire, mais là je vais demander de remarquer qu'on a donné la valeur de x, y, des coups, il va faire appel à ce constructeur avec argument. Le dernier constructeur, c'est le dernier objet plutôt, P3, il fait appel au constructeur avec paracopie des coups. Si le P2 dispose de 2, 1 dans x, y, de même le P3, donc il va avoir les mêmes valeurs pour x, y, sachant que P2, P3, il pointe sur deux adresses différentes. On va voir ça après dans notre atelier. Donc après avoir parlé de ce concept de constructeur, on va parler maintenant de l'encapsulation. Quand on dit encapsuler, c'est caché. Alors normalement, de préférence, il faut sécuriser l'accès aux attributs de votre classe. Le langage Java, comme la plupart des langages de programmation orientée objet, utilise cette notion de, si vous voulez, d'encapsulation qui représente le niveau de visibilité de vos membres. Est-ce que vous voulez créer un membre qui est visible partout? Du coup, je vous demande la présence de cette encapsulation publique. Est-ce que vous voulez un membre qui est restreint au niveau de la classe et dans ce cas, ça va être private? Est-ce que vous voulez un membre qui est visible dans la classe mère et toutes les classes filles et dans ce cas, vous allez mettre protected? Si vous faites rien en langage Java, automatiquement, vous utilisez ce qu'on appelle l'encapsulation friendly. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le membre qui ne dispose, qui n'est pas précédé ni par private, ni par public, ni par protected, il sera visible au niveau de package, c'est-à-dire toutes les classes qui appartiennent au package du membre, ils ont l'accès à ce membre-là. On va découvrir par la suite. Ce qu'il faut retenir normalement, c'est que un membre peut avoir l'encapsulation private, restreinte au niveau de la visibilité au niveau de la classe. Ça peut être public, visibilité totale. Ça peut être protected, visibilité au niveau de la classe mère et toutes les classes filles. La visibilité aucune, c'est friendly quand on fait rien, automatiquement Java, il applique une visibilité de telle sorte que votre membre sera donc visible au niveau de package. Parmi les concepts donc les plus importants dans la programmation orientée objet, c'est le concept de l'héritage. Et à ce niveau-là, on peut parler d'une classe mère et des classes filles. La première des choses qu'il faut retenir, c'est qu'en langage Java, on n'a que l'héritage simple. C'est-à-dire, une classe fille ne peut hériter qu'à partir d'une classe mère. Sachant que dans d'autres langages tels que le C++, en plus de l'héritage simple, on parle de l'héritage multiple. Par exemple ici, mais on va voir lorsqu'on va parler de l'abstraction, une variante de l'héritage multiple en langage Java. Donc ici, vous avez la classe véhicule qui est caractérisée par le poids comme attribut et puis la vitesse et une méthode avancée. À partir de cette classe véhicule, puisque quand on parle de véhicule, un véhicule, ça peut être une voiture, ça peut être un camion. Du coup, donc, il y a une classe mère, c'est-à-dire tout ce qui est général, vous allez la mettre dans la classe mère. Et tout ce qui est spécifique, vous allez les mettre au niveau donc des classes filles. Et comme ça, donc, la valeur ajoutée de cette structure, c'est que tout ce qui est développé dans le véhicule, donc il sera utilisé dans la voiture et puis le camion. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de la réutilisation. Il permet donc une certaine structuration, organisation de votre code et surtout la réutilisation pour arriver donc à des clean code et un code qui est, si vous voulez, compact
et qui facilite le processus de la maintenance par la suite. Pour assurer l'héritage entre les différentes classes en langage Java, on utilise le mot-clé, le keyword extends. Dans l'exemple suivant, tout à l'heure je vous ai montré la classe point. On peut créer une classe pixel qui hérite à partir de la classe point, c'est-à-dire que tous les membres de la classe point sont des membres de la classe pixel. À savoir, le pixel il est caractérisé par x, y, puisqu'elle appartient à la classe mère, c'est la partie générale si vous voulez. On lui rajoute donc la couleur qui est spécifique au pixel. Quand vous voulez donc ajouter, ici si vous voyez bien, donc il y a les deux constructeurs, sans argument, avec argument. Je vous demande de remarquer que dans les deux constructeurs, on fait appel à un mot-clé sapper. Sapper, ça vient de sapper class, c'est-à-dire la classe phi, pour créer son objet, automatiquement, il va faire appel à la classe mère. C'est-à-dire ici, quand on fait appel au constructeur par défaut de la classe pixel, automatiquement, on va déclencher le constructeur par défaut, puisqu'il n'y a aucun paramètre ici, de la classe mère qui est la classe point. Dans la classe point, le constructeur par défaut, il permet d'initialiser x à 0, y à 0. Il ne reste que la couleur, on lui affecte la valeur 0. De même, pour le constructeur avec argument, donc je mets x, y, puis couleur. X, y, je ne dois pas le redéfinir puisqu'ils sont déjà définis dans la classe mère. Par contre, à la place d'écrire les instructions suivantes, 10.x est égal à x et 10.y est égal à y, le fait de mettre ça paire x, y, vous allez donc faire appel au constructeur de la classe mère avec argument, plus précisément deux arguments x, y. Automatiquement, le compilateur il va exécuter donc ce constructeur et de retour, on va compléter l'exécution de notre constructeur. On va modifier seulement la valeur de la couleur par la suite. Une remarque très importante, en plus de ces deux constructeurs, je peux avoir un constructeur qui permet d'initialiser que les x, ou bien un autre qui permet d'initialiser que la couleur. Je vous ai montré tout à l'heure les constructeurs standards, mais ça n'empêche pas, selon le contexte, vous pouvez ajouter un constructeur qui répond à votre besoin. Et comme ça, donc dans cet exemple, c'est l'occasion de voir la réutilisabilité et puis l'organisation de code entre la partie générale et la partie spécifique. Alors, dernier concept qu'on va voir ensemble, c'est le polymorphisme. Alors, le polymorphisme, donc, c'est un concept qui se base sur la redéfinition, si vous voulez, de méthodes. Alors là, on peut parler de deux situations. Plusieurs méthodes avec le même nom et des signatures différentes au sein de la même classe. Je peux avoir une classe avec plusieurs méthodes qui portent le même nom, mais qui diffèrent en termes de prototype. Deuxième, si vous voulez, cas de figure, c'est qu'une méthode porte le même nom dans la classe mère et la classe phi, mais avec des définitions qui sont différentes. On va le découvrir dans l'exemple suivant. Supposons que vous avez une classe qui dispose, donc si vous voulez, de deux méthodes. Et là, je vous demande de remarquer que la première méthode et la deuxième méthode, ils portent le même nom, c'est affiché. Sauf que la signature de la première méthode diffère de la signature de la deuxième. La première, c'est sans argument. La deuxième, c'est avec argument. C'est-à-dire, dans la même classe, je peux donc, si vous voulez, on peut parler de la surdéfinition, c'est-à-dire plusieurs méthodes avec le même nom, des signatures différentes. La première, il permet d'afficher la valeur de x et de y. Toujours en se basant sur la classe point si vous voulez. La deuxième, il permet d'afficher en plus de x, y, donc un message qui est fourni par l'utilisateur. Deuxième cas de figure, c'est que dans la classe, supposons que dans la classe point, vous avez une méthode affichée qui permet d'afficher x, y. La même signature et la même méthode, je peux l'utiliser dans la classe phi, pixel. Le pixel, il est caractérisé par x, y, puis par la couleur.
Ben, je vais demander de remarquer que toujours on utilise le mot-clé SAPER pour dire que j'aimerais bien accéder à la classe mère, à ma SAPER class si vous voulez. Alors on fait appel à SAPER affiché pour dire au système, pour exécuter le traitement de cette méthode, il faut exécuter dans un premier temps le traitement de la méthode affichée de la classe mère. Une fois le traitement est achevé, il affiche X, Y, on continue notre travail pour afficher donc les attributs qui sont spécifiques. Dans notre cas, c'est la couleur. Et comme ça, donc on peut parler de notion de polymorphisme. On passe maintenant à notre atelier. Donc on va créer les différentes classes et puis on va, si vous voulez, tester les différents concepts que je vous ai montrés durant cette séquence. Alors je vous demande de basculer vers Eclipse. Donc je vais créer un nouveau projet. C'est déjà Java Project. Alors, au niveau de ce projet-là, donc au niveau de SRC, là où je mets donc tout ce qui est code source, donc je vais créer ma classe qui porte le nom point. Donc je le mets dans un package, pack 1 par exemple. Alors là, je commence par les attributs. Donc vous avez int x, y. Si on part d'un point sur le plan, il est caractérisé par les deux coordonnées x, y. Alors je vous demande de remarquer que avant les attributs qui représentent un membre de la classe, je peux utiliser public, comme je peux utiliser donc private. Public, c'est-à-dire ils seront visibles partout dans le programme. Private, la visibilité sera restreinte au niveau de la classe. Je peux utiliser protected pour dire au système c'est que X, Y sont visibles au niveau de la classe point et toutes les classes filles qui héritent à partir de la classe point. Si je mets rien, c'est Java, il applique donc l'encapsulation friendly, c'est-à-dire que X, Y sont visibles au niveau des classes de votre package. Alors j'enregistre ça avant d'aller plus loin. Je vais créer donc une classe qui porte le nom test par exemple. Alors dans la classe, je fais appel à main, la méthode principale. Je déclare un point P. Et là, je me demande de remarquer quand je mets point P point, j'ai le droit d'accéder à X, Y. Pourquoi? Puisque le X, Y dans la classe point sont définis comme étant friendly. Là, je peux mettre X est égal à 1 et je peux mettre, si vous voulez, P.Y est égal à 5, à titre d'exemple. C'est-à-dire que X, Y, ils ont le droit d'accéder à le P, pardon, qui appartient à la classe test, qui se trouve dans le même package de la classe point, a le droit d'accéder au membre XY. Donc ici, je vois qu'il y a donc un avertissement auprès de notre compilateur. Si je servol, il va me dire qu'en quoi la variable locale P doit être initialisée. C'est pour ça donc la présence de new de constructeur par défaut est obligatoire. Et là, je me demande de remarquer une chose très importante. Pour le moment, j'ai aucun constructeur. Alors, Java utilise un constructeur par défaut qui permet de donner des valeurs initiales 0, 0 à x, y. Pour bien comprendre que friendly il est visible qu'au niveau de package, je vais ajouter une nouvelle classe dans un autre package qui porte le nom pack2 et je vais l'appeler test2. Je fais appel à la méthode main. Je déclare un point. Et là, je vous demande de remarquer donc la classe point que je vais déclarer dans cette classe test2 qui se trouve dans un autre package, se trouve dans le pack 1. Vous allez voir quand je fais le choix de point, automatiquement le système il va faire l'importation nécessaire pour dire au système
que le point dont on parle ici et se trouve dans ce chemin, bien dans ce package. Alors, je déclare un nouveau point avec new point toujours. Et là, je vais demander de remarquer quand je fais point p point, j'aurai plus le droit d'accéder à xy. Je ne peux pas faire cette opération. Quand je survole, bah, il va me dire qu'en quoi x is not visible. Pourquoi? Puisque je l'ai déclaré dans la classe point comme étant, si vous voulez, avec la visibilité friendly. Et friendly, ça veut dire visible seulement au niveau de la classe, au niveau de package. Quand je mets maintenant public, on va voir quel est son impact. Une fois que je ferai public, je reviens ici. Alors là, je mets p point et là, je me demande de remarquer la présence de xy. Pourquoi? Puisque maintenant, donc j'ai changé à la place de friendly, donc j'avais mis xy doivent être public, c'est-à-dire visibles partout dans le programme. Si je mets private, vous allez voir que j'ai plus le droit, même dans le même package avec la classe test, ou bien is not visible, et la même chose dans la classe qui se trouve dans l'autre package. Découpe private, c'est-à-dire que x, y sont visibles au niveau de la classe. Quand je sors de la classe, j'ai plus le droit d'accéder à x, y. La dernière visibilité, c'est protected, c'est-à-dire que vos attributs visibles au niveau de la classe mère et au niveau de toutes les classes filles. Maintenant, on passe à une recommandation. À votre avis, quelles sont les visibilités qu'il faut donner à vos attributs pour les sécuriser de l'extérieur de votre classe? Comme je vous ai montré tout à l'heure, un attribut peut porter toutes les visibilités, private, public, protected et puis friendly quand on met rien. Mais de préférence, pour sécuriser l'accès à vos attributs, alors là, vous allez déclarer donc les attributs en private. Déco, donc on va rester avec cette situation. On commence par le premier constructeur. Alors, constructeur avec, par défaut plutôt. Alors, je déclare, je mets public, point. Il porte le même nom que la classe. Il dispose d'aucun argument. 10, donc il représente l'objet courant, il permet d'identifier les membres de la classe. Je mets 0 par exemple. Et là, la même chose, donc 10.y, bah, je mets 0. Le deuxième constructeur qu'on va créer, donc vous avez même le droit d'utiliser l'assistant, constructeur avec argument. Donc je peux même aller vers source. Et là, donc, vous avez la possibilité de générer automatiquement constructor using fields, donc créer pour moi le constructeur qui utilise les attributs, bien les champs. Alors quand je clique ici, donc vous allez voir que automatiquement, la première des choses qu'il faut retenir, c'est l'occasion de vous parler de ça, c'est que toutes les classes Java héritent à partir d'une classe principale qui s'appelle Object. Du coup, je vous demande de remarquer que quand on veut ajouter un constructeur avec argument, vous avez cette liste déroulante qui va vous dire select Sapper constructor to invoke, donc invoquer le constructeur de la classe mère. Toutes les classes héritent à partir d'une classe principale Object. Et si vous aurez vos attributs x, y avec donc les différentes valeurs d'encapsulation. Vous avez public, protected, package quand vous faites rien et puis private. De préférence, comme je vous ai dit tout à l'heure, les membres peuvent porter ces différentes valeurs, mais de préférence, puisque les méthodes représentent les éléments qui assurent la communication avec l'extérieur, donc vous allez les mettre public. On va voir des cas particuliers où on peut avoir une méthode qui est privée. Et qu'on va garder donc public. Et là, je vous demande de remarquer, ça perd, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites appel au constructeur avec
de la classe mère sans argument. Et celui-là, XY, il permet d'initialiser XY par les valeurs fournies par l'utilisateur. Le troisième type de constructeur, c'est le constructeur parocopie. À partir de son nom, il apparaît bien qu'à partir d'un objet, j'aimerais bien créer un autre. Bah, du coup, donc la même chose, public, point. Maintenant, ce qui diffère, c'est le nom de votre l'attribut. Le type de votre attribut, ça va être un point. Et là, je vais lui dire, pour l'objet courant, son x est égal à le x de p. Et de même, pour y, 10.y, donc est égal à p.y. Et comme ça, donc on est arrivé à créer les trois types de constructeurs. Ça n'empêche pas que je peux ajouter un constructeur qui permet d'initialiser que le x, puisque j'en ai besoin dans un traitement. Mais ce qui est standard, c'est ces éléments-là. Pour tester, on va ajouter donc une méthode qui affiche le point, donc public, void, afficher. Et là, donc j'affiche la valeur de x et puis de y. Alors, x est égal, la concaténation 10.x, pour s'assurer qu'il s'agit de, si vous voulez, de l'attribut, et puis y égale à 10.y. Je bascule vers la classe test. Ben, je déclare un point P1 avec le constructeur avec argument. Et puis les autres points, je vais le déclarer avec les autres constructeurs. Alors là, je vous demande de remarquer qu'on est en train de faire l'instanciation. Le new, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour initialiser, pour faire l'allocation de la mémoire. Donc, pour le premier, je mets 5 et puis virgule 3 par exemple. Et pour le troisième, donc je déclare un point P3 et là je mets P2. Pour afficher, donc maintenant après avoir donc P2, c'est en minuscule, pardon, puisque le langage est sensible à la casse, je mets P1 point. Là, je me demande de remarquer. Donc, il va me proposer la méthode afficher qu'on a créée tout à l'heure, qui appartient à la classe point. Et par la suite, il va me proposer d'autres méthodes qui appartiennent à la classe object. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Toutes les classes au langage Java héritent à partir d'une classe principale qui s'appelle object. Alors, je fais appel à afficher. J'aurais dû faire la même chose pour les autres. Alors, pour le P1, normalement, il va faire appel au constructeur avec par défaut, qui initialise les valeurs par 0, c'est celui-là. Le P2, il va faire appel à ce constructeur. On a donné la valeur de 5 et puis 3. Du coup, il va afficher un objet avec 5, 3. Le troisième objet qu'on vient de créer, c'est une coupée de P2. Du coup, x, y vont égal la valeur 5 et 3. On exécute. Il nous a affiché donc ce message puisqu'on a une classe qu'on n'a pas encore, si vous voulez, modifier la classe test2. Et là, je vous demande de remarquer, pour le premier objet, il utilise le constructeur sans argument. Du coup, c'est des 0, 0. Le deuxième utilise avec argument avec la valeur 5, 3. Et le troisième, il utilise par recopie. Du coup, il a pris donc les valeurs de deuxième objet. Et si vous faites l'affichage, si on affiche les adresses de P1, P2, P3, vous allez voir qu'il s'agit de trois objets différents. Alors, j'affiche P1, par la suite P2, par la suite P3, j'enregistre, je relance l'exécution, je vais lui dire continuer malgré le problème qu'on a sur test2, et là je vais demander de remarquer qu'il s'agit de 3, même si le P3 est une copie de P1, c'est en termes de valeur, mais en termes d'adresse, ils ont deux adresses différentes. Ok? Donc jusqu'à maintenant, on a parlé de l'encapsulation, on a parlé de constructeur, de l'opérateur 10, de l'opérateur new. On va basculer maintenant vers la notion d'héritage. Alors, du coup, je vais demander au niveau de package pack 1, je vais créer une nouvelle classe qui porte le nom pixel.
qui hérite à partir de la classe point. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en langage Java, on utilise le mot-clé extend. Et pour le moment, le langage Java, il accepte que l'héritage simple. Une classe fille peut hériter qu'à partir d'une classe mère. Pour l'héritage multiple, on va voir sa variante, comment Java, donc il procède pour intégrer cette notion de multiplicité, si vous voulez, par la suite. Mais pour le moment, il n'y a que l'héritage simple. Alors, un pixel, c'est déjà un point, c'est-à-dire il se compose de x, y. On va lui rajouter tout simplement, quand je vous ai dit tout à l'heure, les attributs de préférence doivent être private. On va ajouter la couleur. On va donc ajouter le constructeur par défaut. Alors, le constructeur de la classe fille pixel fait appel au constructeur de la classe mère. Du coup, on va utiliser le mot-clé sa paire. Ce qui reste à initialiser, c'est la couleur. Du coup, on va mettre la valeur 0 par exemple. On va ajouter le constructeur avec argument. Donc, ça va être un public. Ou bien, donc, je vais vous montrer avec l'assistant comment vous allez faire. Toujours source. Generate constructor using fields. Et là, je vous demande de remarquer, puisqu'on a ajouté extend, ici on voit bien la présence des différents constructeurs de la classe mère. Je vais choisir ce constructeur. Je clique sur Generate. Alors, automatiquement, il va générer donc le constructeur sans aucun problème. Alors, j'enregistre ici. Par la suite, donc, j'ajoute une méthode public void afficher. Et là, j'affiche la couleur. Si je veux afficher donc XY plus la couleur, je fais appel à sa paire. Quand je mets point, il va m'afficher tous les membres de la classe mère. Et là, je lui demande de remarquer, dans la classe mère point, on a une méthode qui s'appelle afficher qui permet d'afficher XY. Ce qui reste à afficher par la suite, c'est seulement la couleur. Égal, et là, je mets donc 10.color. Toujours au niveau de test, je vais déclarer maintenant un pixel. Px1. Donc, je déclare un pixel avec constructeur avec argument, sans argument. Et le deuxième objet, donc avec argument, j'aurais dû faire passer x, virgule y, virgule la couleur. Et par la suite, j'affiche ici donc un séparateur, pixel, et à l'intérieur, donc j'affiche les deux objets en question. Alors, à ce niveau-là, donc j'aurais dû faire CESU ou bien px1 affiché et le px2 affiché. Alors, une fois que j'exécute, automatiquement, donc il va m'afficher donc pour le premier pixel, il a fait appel au constructeur avec argument de la classe point avec 0, 0 dans y et la couleur c'est 0. Et dans le deuxième constructeur, il a passé le 1 et 2 à notre classe point. Du coup, il a pu initialiser x par 1, y par 2. Et il ne reste que la couleur qui est initialisée par la valeur 255. Quand je vous ai dit tout à l'heure, le dernier concept, c'est le polymorphisme. Si vous voulez, donc la première variante de polymorphisme est celui-là. On a une méthode qui s'appelle afficher avec cette signature qui permet de faire ce traitement-là. La même méthode, elle est redéfinie dans la classe pixel, mais avec une définition différente. Il demande le traitement déjà effectué au niveau de la classe mère et lui rajoute donc un autre traitement spécifique. Donc ça, c'est une sorte de polymorphisme. Deuxième sorte de polymorphisme, c'est que dans la même classe, donc je peux avoir deux méthodes avec le même nom, mais la signature doit être différente. Par exemple, ici, je mets un paramètre. Et dans l'affichage, donc j'aurais dû faire la chose suivante.
M minuscule, pardon. Et là, je vais demander de remarquer, j'ai le même nom pour les deux méthodes qui appartiennent à la même classe, mais avec des signatures différentes. Je fais le test à ce niveau-là. Donc ici, j'ai utilisé donc P1 affiché. Ici, j'utilise donc P1 objet 2 par exemple. Quand j'exécute, ben, je vais demander de remarquer que P1 affiché, il affiche XY. P2, il fait appel à la deuxième méthode affichée avec une nouvelle signature qui affiche un message. Et juste à côté de ce message-là, il affiche la valeur de XY. Et comme ça, donc, c'est l'occasion de vous montrer la notion de polymorphisme. Alors, du coup, pour cette séquence, c'était l'occasion de vous montrer les apports de la programmation orientée objet qu'on va utiliser par la suite au niveau donc, des API, au niveau des frameworks. Ben, je vous ai parlé de la notion de classe, la notion d'objet, l'encapsulation qui permet de identifier le niveau de visibilité d'un membre, l'héritage qui permet la réutilisation, la structuration, l'organisation des codes, et le polymorphisme qui vous permet d'avoir plusieurs méthodes avec le même nom dans la même classe avec des signatures différentes, plusieurs méthodes avec le même nom, la même signature avec des définitions différentes lorsqu'il s'agit de l'héritage entre la classe mère et la classe fille. La prochaine séquence, donc on va la consacrer à l'abstraction. Du coup, on va parler de la variante d'héritage multiple en langage Java et on va découvrir ensemble la notion de classe abstraite et d'interface. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de notre séquence. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et puis à la prochaine.